vais te donner le micro, je vais te laisser te présenter, peut-être revenir un peu sur ton parcours, tu nous racontes ce que tu as envie de nous raconter, et surtout, le plus important, c'est comment tu fais de l'impact, notamment grâce au four. Moi j'ai 39 ans, je suis un papa marié avec 3 enfants, la plus grande vient d'avoir 10 ans, et depuis 17 ans aujourd'hui je suis entrepreneur, post-études après avoir fait une école d'ingénieur et de commerce. Donc je savais fondamentalement moi que j'étais entrepreneur depuis le début, je voulais monter une boîte et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Addictiz, qui a une technologie ici, que j'ai revendue il y a maintenant 6 ans. Alors c'était génial, on était 60 personnes, 6 millions d'ARR, 1,6 million d'EBITDA, tout se passait bien. Mais les années passant, j'avais vraiment un truc qui me manquait, moi c'était la raison d'être de mon quotidien. On accompagnait les grandes marques, on avait plus de 250 grands comptes qui utilisaient notre plateforme qui leur permettait de faire des jeux, donc de la performance marketing. C'est génial ce truc-là, on était très bons dans ce qu'on faisait. Un de nos gros clients c'était Lidl, donc on aidait beaucoup Lidl à vendre plein de produits. Je dis à la fin, c'est super, mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert finalement de sans arrêt faire plus? Et surtout que je commençais à m'enseigner sur l'impact écologique. Je me dis, mais on est en train de faire un peu n'importe quoi dans le monde. Et donc l'occasion s'est présentée pour moi de vendre la boîte à Webedia. Webedia, groupe digital français parisien. Donc je l'accompagnais 3 ans et je savais que j'allais réentreprendre, ça c'était fondateur dans ce qui j'étais. Et 2, il fallait que j'explique en fait à mes enfants plus tard qu'au moins j'aurais essayé de faire quelque chose, de bouger les lignes dans une trajectoire, je pense que tout le monde partage ici, je pense. C'est, on disait tout à l'heure, 2100, la question c'est pas de savoir s'il fera 3, 4, 5 degrés. En plus, la question c'est de savoir si est-ce que l'être humain sera encore en capacité de vivre sur Terre. Et quand on pose cette question de cette façon-là, c'est un peu comme si on dit à un entrepreneur, t'as plus de cash à la fin du mois, c'est quoi les décisions que tu prends? On change un peu la perspective en fait de la raison d'être de notre quotidien. Donc il y avait plein d'idées, plein de projets. J'ai réfléchi à plein de trucs. J'ai eu 3 années de transition et un jour je me dis mais c'est quand même dingue cette poubelle que je mets au bout de ma rue. 3 enfants, j'ai l'impression de subir les déchets. Qui a l'impression de subir les déchets au quotidien? Voilà, bon. Moi j'ai plus trop l'impression, parce que je fais toutes mes cours chez Fourgon, je parlerai de ça après. Et donc je me dis c'est dingue, en fait il n'y a pas de solution pour des gens qui veulent arrêter finalement avoir je sais pas bien, le micro en deuxième. Ah, tu veux rebondir? Sinon je vais pas. Je vais parler longtemps sinon. Non mais il y a pas de solution. Et je dis mais il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution qui simplifie l'usage et 2, qui en même temps permet de remettre en circulation vraiment des contenants. Parce que le gros problème des contenants donc réemployables, c'est comment on les récupère et comment on les trie et on les nettoie. Ce truc de la reverse est essentiel. Donc tout ça est venu de là. Et puis avec aussi du non-sens. Donc on a demandé ça avec les trois avant monter ça. L'ancien CTO d'Addictiz avec qui je travaille une dizaine d'années, Stéphane, 15 ans qu'on bosse ensemble, et Maxime qui est un de mes amis d'enfance. On s'est retrouvé avec une bière à un moment en disant mais c'est dingue, cette bière elle est en parfait état, une bière de 75. En 3 secondes on a rempli 3 verres de 25 centilitres. Et puis on se dit mais elle est neuve, on la fout à la poubelle quoi. C'est totalement débile en fait, comme geste. Voilà. Donc parce que ça consomme de l'énergie, fabriquer du verre c'est beaucoup d'énergie. Il faut chauffer la silice au sable à 1600 degrés. C'est beaucoup de carbone, c'est chauffé principalement au gaz aujourd'hui. Et de l'autre côté, le plastique, c'est du pétrole qu'on chauffe à 900 degrés. Le plastique pose des problématiques de biodiversité, tous les microplastiques de santé. On estime à peu près à 30 000 morts par an en France à cause du plastique pour différentes formes de cancer. On n'en parle pas assez. Voilà, il y a des chercheurs qui trouvent des vraies corrélations entre les microplastiques. Ça, donc c'est là, c'est tout, c'est un fait. Donc la question c'est quand est-ce qu'on change et donc nous on apporte cette solution-là. J'ai répondu à ta question, je pense. Super. Je pense que la société, elle commence à évoluer vers des modes de consommation un peu plus respectueux. Néanmoins, je pense que la fast fashion, etc., ils ont encore pas mal de beaux jours devant eux, malheureusement. Quels sont, selon toi, les leviers principaux pour faire évoluer ces habitudes de consommation? À quoi vous vous heurtez encore? Qu'est-ce qui va permettre de faire changer les choses, vraiment? Il y a un point qui est essentiel, c'est le prix. Ce truc-là revient fondamentalement partout, dans tous les consommateurs, dans toutes les entreprises. Le prix est au cœur du sujet. Donc, moi, je reste persuadé que malheureusement, après 3 ans et demi à avoir lancé cette entreprise, on a 65 000 clients, on récupère tous les mois 1,3 million de bouteilles et de bocaux, donc on commence à avoir du volume. Donc, après avoir beaucoup échangé avec nos clients,
et ceux qui ont testé qu'une fois, il y a un vrai sujet, c'est le prix. C'est qu'en fait, même si on a des bons prix, même si on a le super service, ce prix restera au cœur des réflexions. Et donc, tu parlais de fast fashion, hein, et donc malheureusement, tant qu'on ne vient pas imposer réellement un modèle dans lequel on dit bah, ça on n'en veut plus d'un point de vue sociétal, bah, ça sera compliqué de lutter. Parce qu'on a tellement lobotomisé l'ancienneté du monde, si on parle que de la France, sur pouvoir d'achat, de besoin d'acheter, de se vêtir, d'acheter plein d'objets, il faut des soldes, il faut des... Bah, forcément, tout le monde a créé cette envie. En plus, on a un truc dans notre cerveau qui nous dit qu'il faut sans arrêt survivre. Donc, là, on a sans arrêt cette envie de posséder plus. Et donc le prix est essentiel parce qu'à un moment, voilà. Donc il faut à un moment avoir le courage d'avoir un sujet sociétal là-dessus. Voilà. Nous, pour nous, on a une chance, c'est qu'on arrive à avoir des bons prix. La plupart de nos produits sont bien placés, parfois mieux que le supermarché, nos bières sont mieux placées. Voilà. On a vraiment des éléments hyper bons. Et à terme, on sait que le nettoyage va coûter moins cher que l'achat de la bouteille neuve ou que du bocal neuf. Donc on sait qu'on va y arriver. Mais il faut monter les volumes, donc il faut réussir à monter à la fois les industriels, les producteurs locaux vers plus de volume pour qu'ils réussissent à encore plus être rentables sur cette activité-là. Et en même temps, qu'on arrive à avoir plus de clients parce qu'on est dans des métiers de volume. Tu parlais donc du textile, hein, le site français, ils ont bien compris l'année dernière que s'ils ne baissaient pas leur prix et qu'ils allaient chercher pas les plus gros volumes, en fait ça ne marche pas. Et donc il faut prendre des risques. Et donc depuis 3 ans et demi, j'ai dit Fourgon peut disparaître fin d'année parce qu'on n'aura pas réussi à passer l'étape là comme passer un cran. Pour l'instant on s'en sort bien et on sera encore là dans 3 ans. Mais en tout cas, c'est très très compliqué aujourd'hui parce que voilà, entre là où va l'argent et réellement là où on devrait le mettre, bah, les gens ils choisissent fin du mois versus fin du mois. Quoi. Et souvent c'est vrai que tu te dis voilà, faut investir dans le prix de vente. Et puis souvent on s'est un peu vu tout ce qui est dès qu'on touche au respect de l'environnement ou que ce soit à l'inclusion, etc. On pense surtout aux coûts qui sont associés. Et donc comment on fait pour piloter une entreprise à impact et en même temps piloter sa performance économique et financière? On ne doit pas voir petit. Ça, c'est un vrai conseil que je donne. Si on voit trop petit, trop court terme, je prends l'exemple, si j'avais voulu être épicier d'une petite épicerie, j'ai rien contre les épiceries, elles font du super boulot, mais si j'avais cette envie d'être une épicerie, j'aurais eu peu de moyens, on m'aurait donné peu d'argent parce que peu d'ambition. Donc si on n'a pas une ambition forte, on ne va pas savoir rassembler. Les gens qui ont vraiment compris les équations sur l'impact, sur le carbone dans le monde, si on parle que celui-là, Bill Gates dit j'investis que sur des trucs qui règlent quasiment 5 à 10% potentiellement du carbone. Donc il est prêt à mettre des dizaines de millions, centaines de millions, beaucoup d'argent sur des trucs qui vont vraiment répondre à une grosse équation. Parce qu'il se dit en dessous ça marche pas et on ne crée pas suffisamment de changements. Donc ça c'est un des premiers points. Nous on a l'ambition, on est sur un marché de 200 milliards d'euros, 100 milliards d'emballages, juste en France. Donc si on capte 5 à 10% de ce marché-là, c'est monstrueux. Si on change les 100 milliards d'emballages chaque année vendus à usage unique vers du réemploi, on gagne 5% de CO2 en France. C'est colossal. Donc là, il y a l'ambition, là, il y a une possibilité d'attirer des investisseurs sur un projet un peu plus ample. Et après, de l'autre, je parlais de prix, et donc c'est comme le prix reste un sujet partout, c'est comment on valorise autre chose et comment on trouve des early adopters, des gens qui sont convaincus par le service. Le service, là, c'est une façon de répondre à cette ambivalence du prix, de dire comment j'apporte le meilleur du service pour qu'en fait ma marque soit canon et que mon client il va adorer ce qu'on fait et il sera prêt à payer un peu plus indirectement parce que voilà, dans l'équation et nous c'est ce qu'on a essayé de faire chez Fourgon depuis le début, hein, c'est on livre le même jour, gratuit, livraison, on a commencé à 0 €, là on a passé à 40 €, livraison gratuite des 40 € d'achat, en dessous c'est 3 €, donc c'est hyper abordable, plein de produits locaux, on récupère votre poubelle, on a un livreur qui dit bonjour Charles, j'espère que vous allez bien, bonjour monsieur, c'est Charles du Fourgon, je vais vous lire votre commande, etc. avec le petit mot qui va bien, c'est pas je te jette un collier à la gueule ou je t'appelle même pas quand je suis censé être devant chez toi. Et ça on nous le rend très bien parce qu'on a noté 4,97 sur 5 sur plus de 20 000 avis aujourd'hui. Donc on a mis le service au cœur parce que sans ça on n'existe pas. C'est un prérequis. Et voilà, ce qui permet évidemment d'avoir cette fidélité et donc de se dire le business monte et petit à petit va se développer et on passera les paliers.
Je confirme en tout cas, je suis cliente, j'adore. Je t'en remercie. Est-ce que, j'imagine que quand tu lances une entreprise, tu t'assures à ce que le projet se lance, tout soit viable et pérenne, on espère. Du coup, comment tu fais en sorte d'être toujours en amélioration continue par rapport justement à ce respect de l'environnement, à ce respect des bonnes pratiques sociales ou environnementales? Il faut être capable de se remettre en question. On a par exemple un des sujets qui a apparu l'année dernière chez le Fourgon. Donc on a commencé par les boissons, on a une belle gamme d'épicerie, on a une super gamme autour de la maison, de la lessive, on a du jet douche, du shampoing, tout ça en réemploi, et c'est posé la question du savon solide. En se disant, mais on s'est toujours dit chez le Fourgon, on veut pas de déchets, on veut vraiment qu'il n'y en ait quasiment pas. Il y a la capsule qui est un déchet recyclable, donc on a vraiment limité, mais et donc est arrivé le sujet du savon solide, et le savon solide, la loi nous dit il faut une étiquette, c'est une obligation légale d'avoir une étiquette. Donc l'étiquette égale emballage. Donc on se dit, si on commence à mettre emballage pour du savon solide qui va être nettoyable, est-ce qu'on ne crée pas un plus gros problème finalement que c'est un énorme débat. Et on a mis du temps à accepter le fait que oui, ok, sur un emballage carton où il y a vraiment zéro plastique, vraiment là on peut le faire. Parce qu'en fait le gain derrière sur le produit solide est meilleur parce qu'il y a un peu moins de poids, donc on arrive à retrouver le truc. Et c'était un vrai sujet sur lequel on se challenge sans arrêt et de ne pas rester un peu bête et méchant sur une seule direction. Voilà. Et après en posture, il faut être à l'écoute de plein de choses. On a des endroits où on n'y arrive pas et donc on se remet en question, on essaie de regarder différemment. Donc c'est continuer à avoir l'ambition, continuer à se remettre en question et continuer à avoir évidemment un peu de résilience dans un monde où tous les jours on pourrait avoir 1000 raisons d'arrêter. Voilà. Super. Moi, je pourrais avoir encore plein de questions, mais je vais peut-être laisser le public poser les leurs si vous en avez. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe. Je suis client aussi. Charles, pardon, c'est ton frère. Christori, c'est mon nom de Christori, c'est pas grave. Ça coûte juste 2-3 parts quand on m'appelle Christophe. Mais sinon, ça va. Volontiers, j'ai déjà insisté là. C'était le blague. Et effectivement, donc tu as une super marque, je suis client et je parraine pas mal de personnes dans mon entourage. Je travaille moi-même sur la décarbonation et puis sur les trajectoires de zéro plastique à usage unique, ce genre de choses dans le retail. Tu évoquais tout à l'heure le fait que quand on a un impact, il faut avoir une taille critique suffisante. Aujourd'hui, le Fourgon est né dans le Nord. Est-ce que tu as pour ambition soit de te développer très rapidement en France pour marquer la différence, voire à t'associer avec d'autres acteurs, éventuellement dans d'autres régions qui sont sur le même business model et qui ont la même ambition? Déjà un peu partout en France, on est dans 18 métropoles, donc on est à Bordeaux, Toulouse, Lyon, Grenoble, Nantes, Rennes, Angers, donc on a déjà effectivement fait ce territoire, notamment pour cette taille critique, parce qu'on a des producteurs aujourd'hui, quand on parle d'un slot de production qui part au réemploi, sur le shampoing, en fait il y a très peu qui sont capables d'embouteiller à une bonne vitesse de production, donc d'avoir un bon prix au final au consommateur, et donc si on prend pas un peu le risque, on ne sait pas le faire. Donc si on n'a pas le volume, l'équation ne marche pas. Donc ça, c'était la raison de pourquoi on a accéléré. On est très leader, on est ultra leader sur le sujet, on est copié par une boîte en France, mais c'est pas grave, dans une autre ville où on n'est pas présent. Mais à la limite, tant mieux, c'est notre challenge. Donc oui, on a déjà ça, au premier point, et on va continuer dans les 2-3 prochaines années, on veut aller dans les 3 régions et pas présent, le Sud, l'Île-de-France et la Normandie. Et autre parallèle, évidemment, le monde de l'alimentation, la food, c'est colossal. Et on sait bien que les changements d'habitude, qui est un des freins compliqués, il y a le prix, il y a le changement d'habitude, c'est les deux choses dans les études qu'on a aujourd'hui sur les gens qui créent un compte qui ne passent pas de commande, ça prend parfois un peu de temps. Et donc là, on vient de démarrer une belle collaboration avec Chronodrive, pour les Lillois, je pense que vous connaissez bien, qui aujourd'hui veut vraiment se mettre au réemploi et est venu nous voir en disant en fait, on veut le faire, on doit le faire. La loi AGEC nous dit 2040, fin d'usage unique, et savoir qu'il n'y a pas de débat sur il faut le faire ou pas. Par contre, comment, on ne sait pas. En fait, on pourrait le faire avec eux. Avec vous, pardon. Donc, ils sont venus nous voir là-dessus. Donc, on est en train de déployer là, les 2 prochaines semaines l'ensemble des Chronodrive du Nord, sur le reste de la France, avec une offre 100% conciliée où on gère la reverse. Donc, on est grossiste pour Chronodrive directement. Et on les aide à aller plus vite. Donc voilà, parce qu'on sait qu'à un moment, on ne pourra pas toucher 100% des Français seuls. Ça n'existera pas, c'est complètement dans le business. Donc nous, on se voit plutôt, et notre mission depuis toujours, ça a été de rendre la consigne accessible à tous, que ce soit au travers de la marque Le Fourgon et du super service. Et si d'autres veulent l'avoir au travers de Chronodrive ou d'autres acteurs, on a des épiceries qui travaillent avec nous, c'est super.
effectivement, bonjour. Donc je vous connais bien parce que j'ai écouté un podcast de vous. Il y a un sujet sur la consigne, c'est en mai 2025, qui dit qu'il y aurait la région qui serait pilote sur le retour de la consigne. Et c'est intéressant, vous disiez que Chronodrive se demande un partenariat avec vous, parce que peut-être que finalement les supermarchés pourraient aussi finalement avoir besoin de vos compétences. Enfin, là, peut-être c'est quand même l'espoir de massifier. Et grâce à vous finalement, parce que du coup le fait d'avoir utilisé, je crois, Ola Consigne a créé un écosystème pour massifier un peu la consigne. Donc ça c'est plus un retour par rapport à ça. Et puis la vraie question, est-ce que vos enfants sont déjà fiers de vous? Sur la seconde partie, c'était un des points. Moi, je dis vraiment, je crois que j'ai eu un moment de dureté personnelle sur quand on commence à prendre conscience vraiment de ce qu'il y a. Et aujourd'hui, ça va, on vit avec. Hein, mais pourquoi j'ai fait 3 enfants? Enfin, il y a vraiment cette question-là. Et je dis, il y a un truc sur lequel je ne veux vraiment pas me retrouver, c'est à leurs 10 ans ou 20 ans, papa, tu savais, tu n'as même pas essayé, quoi. Alors que j'ai vendu une boîte, j'avais un peu plus d'argent que peut-être la moyenne des gens qui ont 33 ans à ce moment-là. Donc, donc oui, aujourd'hui, ils sont fiers. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. J'ai mon fils qui rentrait de l'école il y a 3 mois. Il me dit, papa, j'étais un peu choqué. Donc il a 7 ans. En fait, la maîtresse a demandé à ce qu'on ramène des bouteilles en plastique pour pouvoir ramasser les mégots. Donc ça part d'une bonne intention, hein, mais il faut rien. Et moi, j'ai dit que j'en avais pas. Et d'ailleurs, j'ai été choqué qu'il y avait plein de gens, plein de copains qui levaient la main comme quoi ils en avaient. Donc, et sans leur dire que le plastique c'est pas bien, enfin je suis pas en mode militant moi. Et donc, en tout cas j'essaie d'être plutôt engagé plutôt que militant. C'est lui-même qui s'est approprié ça en mode, en fait c'est pas normal, en fait ils sont tous là à dire j'ai des bouteilles en plastique. Donc voilà, donc c'est, parenthèse, je pense qu'ils sont fiers, maintenant, voilà, ils sont petits, c'est 5 à 10 ans, 5, 7, 10. Et donc sur ta première partie question, oui c'est une super opportunité pour l'ensemble des Français que Citeo, qui est le premier éco-organisme sur les emballages, décide de mettre une partie de leurs revenus, donc des éco-contributions, vers le remploi. On est très proche de Citeo, donc il y a 4 régions test en France. Et en fait, comme il y a un vrai sujet d'infrastructure, ils vont financer beaucoup d'infrastructures, à la fois des bouteilles standardisées pour qu'elles soient bien employées. Ils vont aussi financer une partie des coûts de collecte, parce qu'aujourd'hui, la collecte du recyclage, tout ça est financé déjà par nos impôts. Et donc, en fait, il y a un vrai truc de règle du jeu, en fait, compétition. En fait, là-dessus, il y a un problème clairement pour l'émergence de l'emploi. Donc, ils ont bien compris, donc ils sont en train de financer ça. Et donc, nous, qui parlait de la consigne, c'est les laveurs. C'est nous qui apportons 70% du volume à tous les laveurs aujourd'hui en France. Et donc, fondamentalement, c'est une très bonne nouvelle. Donc, peut-être qu'on aura d'autres acteurs qui vont se dire le fourgon, on va travailler avec eux et on va aller plus loin et ça sera une très bonne nouvelle. Donc, ça bouge, mais ça met du temps. La loi AGEC a été votée il y a plus. Ouais, c'est 4 ans maintenant, 4 ans et demi, hein, c'est 4 ans et demi, un truc comme ça. Donc, il y a. Et on devait être à 5% de réemploi en 2023. On était à juste 0,6% du truc. Donc voilà, et les 3 quarts étaient faits par nous, en volume. On est très fiers d'être leader, mais on est aussi très inquiets. Donc c'est une super opportunité et on est très proche de Citeo sur ça. On va peut-être prendre juste une dernière question. Oui, bonjour, Julien, je travaille pour l'association des détails du Nord. Je pense qu'on s'est déjà eu au téléphone il y a quelques années quand vous étiez implanté sur 2 quartiers lillois et que vous gériez, je pense, le service clientèle. Et j'avais été assez bluffé de la qualité de ce service. Donc bon, merci, donc moi je suis toujours client depuis ce temps. Et non, je me demandais comment ça influence quand on est une entreprise à impact, à mission, la gestion des ressources humaines et voilà, comment ça motive déjà les employés et puis comment tout ça circule, surtout maintenant que vous avez un peu changé d'échelle. Alors, ce qui est génial, c'est que j'entends plein de potes entrepreneurs ou dirigeants qui disent je galère à recruter. Nous, on a reçu, je crois l'année dernière, 9000 CV, un truc comme ça, sans dépenser un euro en médias RH, quoi. Donc vraiment juste par nos offres. Donc c'est un vrai truc qu'on a depuis le début et qui est génial. Donc c'est-à-dire que être une entreprise qui communique sur son impact et sur le fait son envie de changer les choses, ça permet de recruter des gens de talent. Et quand on a beaucoup de livreurs, nous, chez nous, le premier poste c'est livreur, chauffeur-livreur, et quand on cherche un poste, je sais pas, responsable de tel niveau d'offre, tel truc, on a la blinde de CV. Donc vraiment, je vous encourage,
plus on sera là-dedans, mieux ça sera en tout cas pour les RH. Donc ça c'est un premier point. Et donc on anime nos équipes, mais on est aussi face à la réalité du terrain, on est 350 employés aujourd'hui, parfois on essaie de sensibiliser sur d'autres sujets. On a une chargée de RSE, où on fait des repas sans viande, et puis on a des retours terrain de ouais, mais moi j'aime bien la viande, je comprends pas, la viande ça rend fort. Donc on est confronté aussi à la réalité finalement des croyances qu'on a tous, donc on se bat contre ça. Voilà, donc néanmoins on a réussi, chaque employé a eu la fraise du climat, donc on va vraiment très loin pour continuer à se battre là-dessus. Et c'est pas parce qu'on a entre guillemets un peu plus de volume aujourd'hui qu'on se dit c'est acquis. Donc voilà. Et il ne faut pas s'oublier aussi qu'en tant qu'employeur, ici dans une entreprise, les gens ils adorent la mission, mais ils veulent aussi un salaire à la fin du mois, encore plus sur ces métiers-là. Donc il faut réussir à les accompagner dans le projet et que, oui, peut-être qu'on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde dans la durée. Mais c'est un sujet qu'on prend bien à cœur, en tout cas au quotidien, et dès qu'on a un sujet RH à traiter, on le traite très vite. Voilà, je pense que ça c'est notre fonction. Merci. Alors malheureusement, on va devoir clôturer cette session. Merci beaucoup Charles pour ta participation. Et je vais enchaîner avec une petite